Mais non, madame, ça arrivera aussi aux futurs PDG de Gaz de France, EDF, la SNCF, les universités. Vos fonctionnaires, supprimez-les. Du passage de France Télécom en société anonyme en 1996 jusqu'à sa privatisation quasi totale en 2007, il y a eu 70 000 personnes qui sont parties. On passe à une société anonyme avec un management qui s'inspire du privé très très rapidement, alors qu'à l'époque, il y a 90% de fonctionnaires qui sont dans l'entreprise. En fait, ça a mis environ une dizaine d'années. Ça s'est mis en place doucement, insidieusement, mais le plan Next a duré 3 ans et là, il y a eu 22 000 suppressions d'emplois. Et c'est là où il y a eu toutes les restructurations. Et c'est là où j'ai été obligée de bouger géographiquement, quoi. C'est Thierry Breton qui est le PDG et dans ses valises, il a Lombard, Vénès, y compris Barbero, enfin ceux qui font le sale boulot dans les années 2006, 2008, 2010. Mais Thierry Breton, c'est clair, il met en place déjà un plan d'économie drastique et un plan pour dégager du cash flow. C'est vraiment, bon, là je parle, c'est le langage de l'entreprise à l'époque, du cash flow pour les actionnaires et pas pour les salariés. C'est-à-dire que là, les salariés, ils sont à la diète, mais toute l'entreprise est dirigée vers les actionnaires. Et c'est cette mécanique-là qui s'enclenche et qui est très violente. Thierry Breton, pour des raisons politiques, va devenir ministre de l'Industrie et c'est Lombard qui va prendre sa succession. Et c'est là que le plan Next et le plan ACT, enfin 2 versions d'un même plan d'ailleurs de suppression massive d'emplois, va déchaîner un plan national de suppression d'emplois qui va conduire à une spirale de suicide. Châteaubriand, Saint-Malo, Carcassonne, Béziers, Dax, Compiègne. Que ce soit un vieux, un jeune, un technicien, un commercial, je sais pas, on s'en fout. C'est 22 000 personnes. Et donc là, c'est simple, c'est du haut en bas de la hiérarchie. On dit, sur telle direction, vous devez virer tant de personnes pour la fin de l'année. On nous a supprimé 12 emplois l'année dernière sur 65. En 10 ans, ils ont supprimé 600 emplois. Ils ont fermé 7 ou 8 services. Et voilà, donc on essaye de survivre, mais c'est difficile. On ne choisissait pas à l'époque, c'était les grandes heures des réorganisations forcées de France Télécom, donc nos services étaient supprimés, en général transférés dans une autre ville où on ne pouvait pas se rendre, le mien était transféré à Paris, donc ils savaient très bien que je ne pouvais pas suivre. Et donc après, on avait donc soit le choix d'aller sur un centre d'appel de façon spontanée, soit de se faire muter d'office. Donc moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai résisté pendant 8 mois, j'étais dans un placard, j'avais pas de travail. Et à la fin, ils m'ont mis, comme je suis fonctionnaire, muté dans l'intérêt du service, dans un centre d'appel où j'avais jamais travaillé avant. C'est quasiment la moitié de l'effectif qui a été réduit de l'entreprise en 10 ans. Donc c'est des changements monumentaux au niveau de chaque service, chaque organisation, chaque site régionaux. Et dans ce contexte-là, tout un système de faire en sorte que les gens partent en retraite, les inciter à partir en retraite, puis de manière de plus en plus brutale, de dire mais est-ce que vous n'avez pas envie de quitter l'entreprise, ça serait bien de penser à faire autre chose, etc. Et tout un système qui se met en place d'incitation au départ, de harcèlement, de nouveaux types de management qui entrent par objectif pour mettre la pression sur les gens, les faire craquer. Et tout ce système-là combiné, et puis surtout de négation de l'histoire des salariés dans l'entreprise et puis de toute l'histoire de cette entreprise publique, et qui a provoqué des souffrances éthiques, des souffrances au travail. Les gens n'avaient plus d'estime d'eux-mêmes et qui, donc, dans certains cas, a mené jusqu'au suicide. Mais avant d'arriver au suicide, c'est des dépressions, c'est des gens qui n'arrivent plus à dormir, qui ont mal au dos, qui ont la boule au ventre quand ils vont travailler. Et c'était le fruit de tout un système de management. Ouais. C'était un laboratoire en quelque sorte d'analyse. France Télécom était le premier à dire, voilà, nous allons changer de manière de travailler, d'objectifs, de valeurs. Vous serez formés, entraînés, coachés, évalués, harcelés même, diront les mauvaises langues. Les plus faibles resteront sur le bord de la route. Au milieu des années 90, j'avais été à un séminaire de France Télécom, invité pour faire une petite conférence de sociologie à des cadres de France Télécom. Et puis, à la fin, il y a un responsable qui est venu et qui m'a dit
vous savez, madame, quel est mon vrai boulot ? Moi, je dis, non, je ne veux pas savoir. Il m'a dit, je suis là pour produire de l'amnésie. Parce que France Télécom va se transformer. Et moi, mon boulot, c'est de vider les esprits des valeurs, de services publics, etc. Parce que nous allons amorcer un virage qui va nous transformer. Et nous voulons que nos agents soient réceptifs à des nouvelles manières de travailler, des nouvelles valeurs. Donc moi, je suis là pour créer de l'amnésie. C'était dans le milieu des années 90. Et moi, je lui ai dit, mais comment est-ce qu'on peut créer de l'amnésie ? Je vois bien votre objectif, mais comment est-ce qu'on fait ? Et il m'a répondu, c'est très simple, il faut secouer le cocotier, bousculer les gens, changer, bouger, pour que les gens ne s'installent pas dans des certitudes, des réseaux de complaisance, des routines, des habitudes, mais soient un petit peu mis à nu pour pouvoir intégrer des nouvelles valeurs, des nouvelles manières de travailler, de nouveaux objectifs. Et c'était exactement une vision anticipée de ce qui allait arriver. Depuis le temps que vous êtes ici, vous bougez un peu, vous vous êtes fonctionnalisé ici. Dans la période qui a précédé, cette période où on a vidé le service, en fait, on nous a fait faire plusieurs activités. On changeait régulièrement d'activité en nous disant, voilà, s'il faut faire cette activité, on va vous maintenir sur site si vous faites cette nouvelle activité. Avec des formations légères, voilà. Et en fait, on a perdu petit à petit le plaisir de travailler. Voilà. Et au final, on a été quand même mutés. On nous a obligés à une mobilité géographique. Je suis arrivé, il n'y avait plus que ma chaise et un téléphone, et tout avait disparu parce que le site allait fermer. Et moi, je suis arrivé, on était 3 collègues, et il n'y avait plus rien. Donc, quand on voit ça, ça provoque vraiment un malaise très très profond. Il y a eu vraiment 10 ans de marche forcée, de regroupement, d'unité, de changement de métier. C'est-à-dire que ça a attaqué sur tous les plans. C'est-à-dire qu'à la fois le côté spatial, c'est-à-dire où les gens allaient travailler, etc. Et à la fois en termes de métier, c'est-à-dire où les gens perdaient leur métier. Il n'y a pas eu de discussion avec les salariés sur l'évolution du travail, l'évolution des technologies, comment on s'adapte, etc. Ça a été des mesures brutales et des mutations qui étaient faites en sorte plus pour dégoûter les gens de rester, plutôt que dans un vrai effort de les accompagner, les former vers des nouveaux métiers qui émergeaient à ce moment-là. Vous avez des gens qui changent de métier en 5 ou 6 fois, en 2-3 ans, et de métier, voire de bureau, et même de ville. Ce qui va changer fondamentalement et ce qui va précipiter les choses et qui vont faire qu'effectivement ils vont faire un système beaucoup plus pervers encore, c'est la bulle Internet. C'est-à-dire que Orange est sur un marché mondial. C'est la marche forcée vers le fait d'acquérir des opérateurs pour devenir un opérateur international. C'est le seul moyen de résister aux Américains, de résister... les Chinois n'existaient pas encore, mais en tout cas, c'est ça qui est mis en avant. Et Orange va faire une succession d'achats complètement foireux. Ils vont se retrouver à la tête d'une dette de 70 milliards dans les années 2000, après les années 2000. À ce moment-là, donc en 2007-2008, des cost killers, des tueurs de coûts qui arrivent pour dire voilà, il faut rééquilibrer les comptes, donc on va mettre la pression sur les salariés pour se débarrasser de toute une partie de la masse salariale. Et c'est de ça dont ils ont été victimes. C'était vraiment la dure loi de l'Ouest, quoi. En gros, maintenant, on est dans le monde du privé. Et c'est comme ça, et c'est pas autrement. Et puis on a la concurrence, vous comprenez, puis il y a l'Europe, puis etc. Et donc, une violence, en tout cas, un raidissement de la direction qu'on n'avait pas connu jusqu'à présent. Et donc, des luttes qui se fracassent un petit peu contre un mur qui refuse toute discussion. Les résistances syndicales sont locales, mais le rouleau compresseur France Télécom était extrêmement puissant. À Sud, on avait un message qui était largement diffusé vers la direction en disant qu'on ne peut pas aller aussi loin et aussi vite. Enfin, aussi vite, c'était peut-être même pas la bonne idée, aussi loin, sans faire de dégâts. Et en face, on avait des gens qui étaient peut-être de bonne foi en disant « mais on met personne à la porte ». Et donc, si on met personne à la porte, c'est pas violent. En haut, il faut des objectifs généraux, mais en bas, pour faire partir 2 personnes, il faut utiliser des mécaniques très perverses. Ça veut dire que tous les matins, vous leur dites, mais attendez, je vous ai dit qu'il fallait que vous vous cassiez
qu'est-ce que vous avez fait pour rechercher du travail? Il y a une bourse à l'emploi là sur Internet, allez-y, connectez-vous. Tiens, j'ai vu un boulot pour toi, etc. etc. Tiens, il y a un boulot de charcutier qui arrive. Mais je ne blague pas, on en est arrivé là. C'est un plan social invisible, parce que effectivement, des fonctionnaires, vous ne pouvez pas les licencier. Par contre, ils ont le devoir d'obéissance, donc vous pouvez les muter d'un site vers un autre. Il fallait à tout prix les faire partir par tous les moyens nécessaires. Et c'est ça qui a été mis en place. Et effectivement, c'est le grand paradoxe où on avait l'impression d'un statut protégé a priori, et en fait, la politique de la direction d'entreprise vis-à-vis de ces gens-là s'est transformée en piège pour eux, quoi. Lorsque on ne peut pas jouer sur le chantage, à la précarité, au licenciement, etc., comment est-ce qu'on fait pour obliger les gens à renoncer à certaines valeurs professionnelles, éthiques, morales, de service public qu'ils ont pour endosser d'autres valeurs qui leur sont étrangères? Comment est-ce qu'on fait? Faites-les voyager d'un service à l'autre, cassez les métiers, disloquez les services, rendez-les mobiles. Ils ne doivent pouvoir se raccrocher à rien. À rien. Si les agents sont trop sûrs de leur environnement, sont au sein de collectifs qui se sentent légitimes parce que capables professionnellement, ils vont faire de la résistance au changement. Et l'idée, stratégiquement, c'est briser par anticipation toute résistance au changement. Il ne faut pas que les gens puissent résister. Et pour qu'ils ne puissent pas résister, il faut les délégitimer dans leur professionnalité. Il ne faut pas qu'ils se sentent sûrs d'eux-mêmes. Et donc, il y a eu une attaque de la professionnalité, il y a eu une attaque des repères sur lesquels se fondait cette professionnalité par le changement permanent. Quand tout bouge tout le temps, tout vacille, tout votre environnement, vous perdez la maîtrise intellectuelle, cognitive, professionnelle de votre travail. Vous n'avez plus les mêmes interlocuteurs, ni les mêmes collègues, ni les mêmes clients, ni les mêmes logiciels, ni les mêmes responsables. Tout bouge tout le temps. Et donc, à ce moment-là, vous vous sentez perdu. Ceux qui sont là depuis 10 ans et qui n'ont pas eu de promotion, qui n'ont pas changé de travail, ils sont au bout, quoi, au bout. Et puis, voilà, je vous dis, les anciens comme moi, on n'a pas choisi de venir là. C'est qu'une régression dans notre parcours professionnel, c'est dur. On ne voit pas d'issue parce qu'on est un peu coincé. Il n'y a pas d'autre boulot dans la région où on habite. Donc, puis même s'il y en a un, il va y avoir 20 candidats. Et ce n'est pas souvent les gens des centres d'appel qui sont pris parce que justement, on a perdu un petit peu la confiance en soi. De nous faire changer sans avoir de formation, à un moment, ça veut dire que votre travail, c'est pas grand-chose et vous valez pas grand-chose. Au cœur de cette politique du changement, il y a cette idée de transformer des professionnels en apprentis permanents. Ils ont tout à apprendre. Et c'est pas dans ces situations-là qu'on va vouloir opposer quoi que ce soit, imposer quoi que ce soit, mais pris par le flot de cette tourmente, on a plutôt tendance à vouloir se protéger et à être plutôt docile. Parce que, in fine, c'est ça que cherchaient à obtenir toutes ces stratégies managériales, c'est une docilité des salariés, des agents en l'occurrence, pour qu'ils acceptent la nouvelle donne au travail. Il n'y a plus de vie de famille, ils sont fatigués, beaucoup d'arrêts maladie, des gens qui prennent des médicaments, qui font des pétages de plomb, qui vont dans les hôpitaux psychiatriques, on en a accompagné quelques-uns, et c'est régulier, quoi. Il n'y a pas une semaine où on n'a pas 1 à 2 cas par semaine. On pense, sans pouvoir le prouver, que la boîte, la direction, a poussé finalement les gens à la longue maladie pour s'en débarrasser. Et il n'y a pas de sas de décompression où on puisse discuter avec les collègues pour dire « Oh là là, il m'est arrivé tel truc, et toi, qu'est-ce que t'en penses, comment t'aurais fait avant de s'en aller ?» Du coup, on emmène tout ça dans sa voiture. Certains même ont des problèmes de perte de conscience pendant qu'ils conduisent, et ça a été plusieurs fois relevé. Ils arrivent à la maison pour ne pas engueuler leur conjoint parce qu'ils sont tellement stressés, ils prennent du Lexomil. Enfin, quelqu'un qui prendrait trop de pauses, quelqu'un qui ne prendrait pas assez d'appels dans la journée ou dans la minute, voilà, il va être recadré, mais toujours pareil, pas de façon discrète ou pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, plus sur un ton d'accusation devant tout le monde pour lui faire honte, quoi. C'est quand même de la souffrance parce que ce que tu mets de toi contrarie ce qu'on attend de toi. Il y a un amour du travail bien fait, il y a du sens, quoi. Et quand ce sens, on nous le fait sauter, on nous le détruit, oui, ça nous atteint très très loin dans notre personne. Oui. Ce qu'ils ont réussi à faire, c'est à mettre en obsolescence
les compétences, les savoirs, l'expérience individuelle et collective des agents de l'époque. Tu ne fais pas assez d'intervention. N'oublie pas qu'on n'est plus service public. On est une boîte privée, désormais. On n'est peut-être plus un service public. Mais moi, je suis toujours fonctionnaire. C'était une fierté pour nous de bien servir les clients. Enfin, je dirais, un salarié, il ne vient pas au boulot pour mal faire son travail, maltraiter ses clients, ça n'existe pas. Il vient parce que, voilà, il doit remplir un objectif. Par contre, son objectif, quel est-il? Est-ce que c'est de satisfaire les clients ou est-ce de faire plaisir au chef et de lui faire 1 000 € de prime de vente par mois? Un abonné voit un technicien de France Télécom tous les 17 ans. D'un point de vue commercial, c'est pas possible. Il faut qu'il le voie plus souvent. Je veux dire, ça a été quelque chose d'inacceptable. C'est rentré dans les têtes des gens qu'il faut respecter ces chiffres-là qui nous sont imposés, qui n'ont jamais été débattus avec personne. Et on essaye de se plier à ça pour ne pas se faire remarquer, pas se prendre des réprimandes. Vraiment, on redevient des enfants de maternelle. On avait le droit de dire bonjour et bienvenue chez Orange ou bonjour, bienvenue chez Orange. On pouvait supprimer le « et » si on voulait. Voilà, c'était tout ce qu'on avait comme marge de manœuvre. Tu n'es plus un adulte, tu es vraiment un enfant qui doit faire ce que le maître te dit. Et là, c'est la douche froide, quoi. Moi, je viens du milieu technique. On était super autonome, on était vraiment relativement respecté et considéré. Et là, on rentre dans l'ancien manuel que les dames du téléphone ont connu quand c'était les débuts. Et on replonge dans les dédales de l'anonymat, de l'infantilisation et surtout de la surveillance complètement folle, quoi. Il y a un mécanisme qui fait que les gens qui se sont suicidés, c'était des gens de 50 ans, techniciens, qu'on avait virés de leur boulot. En général, les techniciens aimaient bien leur boulot, enfin les gens de France Télécom aimaient bien leur boulot. On les déracine, on les change de lieu de travail aussi, on les met sur des plateaux de réponse au téléphone. Et ces gens-là s'estiment déconsidérés, niés dans leur histoire. Et au final, donc, ils passent à l'acte. Alors, tous ne passent pas à l'acte, évidemment, mais tous sont profondément marqués par le fait qu'on les a niés en tant qu'histoire individuelle pour les pousser dehors. Ils ont tout sous les yeux. C'est à croire qu'ils refusent de voir. Il y a eu un préventeur de France Télécom qui s'est immolé par le feu. Il écrivait « Je ne comprends pas que la violence que subissent tous ces agents, ils la retournent contre eux, et ils ne la retournent pas contre leur hiérarchie. » Et lui-même, quelque temps après, s'immole par le feu. C'était à Bordeaux, je crois, à 7h du matin, sur un parking d'un établissement de France Télécom. Peut-être il y avait des cas auparavant où il y avait des suicides de cette ampleur-là, mais ce qui était très frappant chez France Télécom, c'est la capacité syndicale à prendre en charge cette situation et à essayer de réagir en mettant en place des instances de réflexion, d'analyse et d'action, notamment à travers l'Observatoire du stress et des mobilités forcées, ce qui était quand même quelque chose de totalement nouveau et qui, moi, m'a frappé par son intelligence. Ça faisait un petit moment qu'on sentait des symptômes de souffrance au travail, on va dire, avant que n'éclate véritablement la médiatisation des suicides à France Télécom. Il y a eu l'affaire de Renault aussi, les suicides chez Renault. Et en fait, les suicides dont on entendait parler déjà à l'époque, pour nous, faisaient sens par rapport à ces méthodes qui étaient vraiment des méthodes violentes, des méthodes de néo-management vraiment violentes. C'est pas quelques gens qui sont qu'on voit battre de l'aile, etc., et qui disparaissent, mais c'est un plan massif. Et nous, on se dit que ce qui nous manque, on est devant un rouleau compresseur, ce qui nous manque sans doute, c'est l'opinion publique. Parce que nous, de l'intérieur, tout seul, on aura y compris du mal à convaincre le personnel qu'il a raison de se révolter en gros. Voilà. Parce qu'il y avait un abattement terrible à l'époque. Donc on se dit, il faut qu'on ait un constat du mal-être qui est dans l'entreprise, et puis il faut surtout qu'on soit capable de l'expliquer. Alors l'Observatoire du stress a été créé au printemps 2007 à l'initiative des fédérations Sud et CGC. On s'est dit il faut qu'on fasse une structure avec un conseil scientifique qui soit capable de créer des questionnaires, de les analyser, de nous filer des billes sur est-ce qu'il y a une alternative possible, de faire pression sur la direction, l'interpeller, et puis surtout aussi d'interpeller les médias. Le but de l'Observatoire, c'était
d'une part, de faire le lien entre les nouvelles formes d'organisation du travail et la souffrance au travail, d'essayer de médiatiser cette question-là en montrant les liens en fait, entre le travail et le fait que les symptômes de pathologies diverses, sans parler des suicides, de dépression, etc., avaient un lien avec ces nouvelles formes d'organisation du travail. C'est important que les gens aussi peuvent sentir confusément qu'ils vont mal, mais s'ils en ont une explication plus scientifique et avec plus de recul, ça peut les faire passer de la soumission à l'envie quand même de changer les choses. À partir du moment où, au sein des services, il y a un suicide et que ça fait parler les gens, que les gens en parlent entre eux, se disent « t'as vu ce qui s'est passé », etc. Le lien avec le travail est automatiquement fait. Assez rapidement, on a mis en place un premier questionnaire sur Internet. Les questions portaient tout à la fois sur les contraintes psychologiques, la latitude décisionnelle dans le travail et le soutien social. L'idée, c'est de diffuser ce questionnaire à tous les CHSCT. Même si c'est imparfait, parce que des gens ont des stratégies individuelles ou collectives de défense qui permettent de contourner ça, ça permet d'engager le débat politique. Quand on a de fortes contraintes psychologiques avec très peu de latitude décisionnelle et très peu de soutien social, là, il y a une explosion des pathologies anxio-dépressives, mais aussi des pathologies cardiovasculaires et des TMS. Donc, on s'est servi notamment de ce questionnaire, et ce questionnaire a montré qu'il y avait une réelle souffrance au travail. On arrive à sortir quand même quelque chose de significatif, puisque 25% des gens sondés, sur 3000, étaient dans un stress sévère. C'était vraiment dans un niveau de stress qui était préoccupant, quoi. La première force de frappe de l'Observatoire, c'était son site. Et c'est comme ça aussi que les médias se sont intéressés à l'Observatoire du stress. Donc là, ils nous ont téléphoné à propos des suicides pour nous dire combien y en a-t-il, etc. Bon. Et il fallait le faire parce que ça a permis de mettre sur la place publique la question de la santé au travail, en lien avec le travail. Ça nous a quand même donné un premier point d'appui pour pouvoir commencer à avoir un regard attentif de la presse. Télécom. Depuis 2 ans, une vague de suicides frappe cette entreprise. Témoignages et révélations sur une mutation à marche forcée de l'un des fleurons de l'industrie française. Le fait de réussir des assises nationales avec des élus CHSCT qui viennent assez massivement à Paris pour avoir des formations, participer à des débats, etc. Tout ça fait que la mayonnaise commence à prendre, que l'Observatoire est connu au niveau médiatique, au niveau du personnel, et puis est pertinent en tout cas dans ce qu'il raconte. Et l'entreprise se trouve de plus en plus sur la sellette. La presse, à un moment donné, en 2008 en tout cas, boum, ça explose là, parce qu'il y a peut-être le suicide de trop. On commence ce journal par l'état de choc des salariés de France Télécom. Un salarié de 51 ans a mis fin à ses jours le 14 juillet dernier à Marseille. Dans une lettre, il a dénoncé des conditions de travail difficiles. Le suicide de Michel, c'était le 18e suicide depuis février. Donc on était depuis février 2008. Il y a une sorte d'évidence. C'est lié au travail et moi aussi je suis menacé. J'ai les mêmes conditions, etc. Si ça lui arrive à lui, pourquoi pas moi, etc. C'est-à-dire qu'il y a ce sentiment-là, et qui est en même temps complètement avec un espèce de couvercle de déni, où les gens sont pas capables forcément de verbaliser ça. Je pense qu'on était, au bout d'une semaine, on était en capacité d'affronter la question des médias. Je pense qu'on n'était pas vraiment capable de le faire dans les 8 premiers jours. On a publié, à ce moment-là, on a publié la lettre. Quand on a publié la lettre, on l'a retapé pour la publier. C'est un détail, mais on n'était pas capable de fournir la lettre manuscrite, par exemple. On trouvait que c'était trop lourd pour nous. On s'est retrouvé quand même sous une avalanche de médias. On a eu toutes les télévisions françaises, on a eu des télévisions, des télévisions allemandes, suisses. La presse prend ce cas-là et dit voilà, il se passe quelque chose à France Télécom, etc. Et après ce suicide, en fait,
il y a quand même une série de suicides très resserrés qui affolent un petit peu tout le monde. Le 24e salarié de France Télécom à avoir mis fin à ses jours en 18 mois. Ils ont fait un travail absolument extraordinaire. Ils se sont non seulement mobilisés beaucoup sur la question de l'analyse, des enquêtes scientifiques, etc., mais aussi après de le faire savoir, de le porter dans les médias, de le défendre, de mobiliser, d'organiser des réunions, de convoquer des gens. Ils ont fait un travail absolument remarquable, exemplaire. Moi, je pense que dans d'autres entreprises, ils devraient s'inspirer de ce travail qui a été réalisé au sein de l'Observatoire. Et ça a fait sortir la question France Télécom, ça, effectivement, comme un enjeu de société, enfin en tout cas un enjeu dans le monde du travail. Comment est-ce qu'il peut se passer des choses pareilles dans une entreprise publique qui était connue justement pour sa capacité d'innovation, qui était connue dans le monde entier, et qui devenait un lieu, sur le plan social et humain, absolument effroyable. Soucieux d'éviter la contagion des suicides, le PDG utilise au passage une expression bien malheureuse. Marquer un point d'arrêt à cette mode du suicide qui évidemment choque tout le monde. C'était de l'ordre de 25 suicides par an. Donc grosso modo, ça fait 2 par mois, quoi. Et du coup, à chaque fois, on avait le compteur qui avançait. Donc du coup, tout le monde s'est commencé un peu à prendre conscience en fait de l'ampleur. On a commencé à comptabiliser les suicides, qui était un débat entre nous très 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 compliqué à avoir. Parce qu'on nous a accusés de mortifères, de comptabilisation macabre, etc. Mais pour nous, c'était quand même un des moyens de dire à la boîte, non, nous on a les suicides, on a les noms. Il y a ces suicides-là, donnez des explications. Là, on a eu non seulement des noms de suicides, mais aussi des CHSCT qui se sont réunis sous la pression des élus et qui ont dit, nous on veut une enquête sur ce cas-là. Et il y a eu des expertises. Ça a été un point d'appui énorme. Le travail en amont d'études et le sérieux technique et sociologique qui a été apporté a permis effectivement d'avoir du répondant. On est là aussi parce qu'on ne peut pas nous réduire au silence. Ce n'est pas parce que nous avons été couchés 3 minutes qu'on va rester couchés. On est là pour se battre debout. On était dans 2 préoccupations assez distinctes, qui étaient la préoccupation médiatique de montrer, de dire vous voyez ce qui se passe, et une préoccupation sur le plus long terme qui consistait à analyser, à étudier, à faire un diagnostic scientifique qui montre que ces nouvelles formes d'organisation néo-managériales sont vraiment délétères pour la vitalité psychique et qu'elles peuvent conduire au suicide, mais pas uniquement au suicide. Et on s'en rend pas compte, parce qu'on parle pas. Et donc on a l'impression que chacun est malade, alors que non, c'est la collectivité qui est malade, quoi. Et quand on a la chance de faire des groupes de parole, ça sort tout seul, quoi. On entend les personnes nous parler de ça, mais pas en mal, pas en mal. Ils découvrent un peu, ils découvrent qu'en fait, il n'y a pas que. Après, moi, j'ai suivi beaucoup d'autres suicides, j'ai accompagné des équipes et tout, et je pense que on est fragilisé, quoi, quelque part. Donc, mais c'est fou, bon, on n'a pas réglé les comptes, quoi. Le mal-être existe encore à France Télécom, à Orange, mais sur des considérations différentes qui peuvent se rapprocher de ce qui se passe à Peugeot, à Renault, à d'autres entreprises, etc. Ce qui change, moi je pense aujourd'hui, c'est qu'on a quand même est apparu sur la scène publique la possibilité qu'on meure au travail, non pas pour un accident de travail où on se prend quelque chose sur la tête, mais par des questions psychologiques de harcèlement, de burn-out, de mal-être au travail qui se conclut par un suicide. Et ça n'existait pas avant dans l'imaginaire des gens. En 2005, on passe un système d'IRP avec des CHSCT où là, il y a une inspection du travail qui s'est déclarée compétente à partir de ce moment-là. Et puis, on a la possibilité d'aller au tribunal, on a les droits d'alerte, ce genre de choses qui existent. Donc, on avait besoin aussi de former des gens, former des élus pour qu'ils passent de l'univers fonctionnaire à l'univers de droit privé et qu'ils
capable de, par exemple, déclencher un droit d'alerte dans un CHSCT lorsqu'il y a eu un suicide, provoquer une enquête, une expertise, etc. Il a vraiment fallu que les choses deviennent particulièrement dures, et quand je dis dur, c'était les tentatives de suicide ou les suicides, pour que les CHS se trouvent confrontés et essayent d'appréhender, j'allais dire, malheureusement pas en préventif, mais plutôt en curatif. Et là, il a fallu la volonté des élus pour justement dire stop, et à un moment ou à un autre, chaque événement aussi dramatique que cela doit être étudié pour que justement il n'y en ait plus après. Et du curatif, on reprenait, je dirais, la fonction première du CHSCT qui est de faire de la prévention. Alors sur les évolutions, les restructurations, on avait crié sous différentes formes, alors soit lors d'interventions en audience, soit lors des réunions en CHSCT ou en CE. L'action syndicale, elle a été quand même très forte, avec la création de l'observatoire, il y a eu des alertes multiples, etc. Là aussi, elle s'est échelonnée sur plusieurs années. Elle a été forte, insistante, de la part de plusieurs syndicats. Moi-même, sur mon établissement, au CHSCT, on a demandé la mise en place du principe d'une commission d'analyse et d'enquête suite à 5 pétages de plomb. On a appliqué la technique de l'arbre des causes à ces pétages de plomb, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on s'est entretenu en moyenne 3h30, c'est-à-dire entre 3h et 4h, avec les 5 collègues, les uns après les autres. Et en remontant de cause en cause, on a montré que, à l'origine de ces pétages de plomb, il y avait toujours des liens avec l'organisation du travail. Au sortir de ces entretiens, une fois qu'on a réalisé les arbres des causes, il y a eu 3 collègues sur les 5 qui nous ont dit merci, parce que à travers cette analyse, j'ai pu voir que je n'étais pas responsable de ma souffrance. Ça, c'est quand même important, parce que l'entreprise n'a de cesse de dire qu'il y a quelque chose qui relève de la trajectoire personnelle de l'individu, du caractère personnel, qui explique ou les suicides ou sa décompensation psychique, quoi. Et là, en ayant fait ces entretiens, on a vraiment mis en évidence que l'organisation du travail était à la source de ces malaises. Les collègues n'arrivaient pas à s'approprier la situation et n'en étaient pas arrivés en capacité de se dire oui, c'est à nous d'y mettre un terme. Et donc les élus Sud et CGT dans ce CE étaient partis d'une idée qu'il fallait, sous une forme qui restait peut-être à réinventer, montrer que ce que les gens subissaient, ce n'était pas de leur faute, ce n'était pas de leur responsabilité, mais qu'ils en étaient les victimes. Et la pièce a eu cette opportunité de montrer que les scènes qui étaient jouées, c'était des scènes de la vie quotidienne, que l'on subissait, que l'on voyait, mais qu'on n'arrivait pas à mettre en cohésion, et que c'était pas le hasard ou l'idée de l'un ou de l'autre, mais ça avait un vrai sens, et qu'il fallait absolument casser les collectifs de travail, casser le sentiment de travail bien fait, et qu'il fallait justement isoler les salariés les uns par rapport aux autres. Et donc cette pièce, elle s'est construite sur une volonté syndicale de Sud et CGT essentiellement. Et on a mis nos outils syndicaux au service des comédiens pour qu'ils puissent venir écouter, entendre, échanger avec les salariés. On a fait des réunions d'information mensuelles partout en Île-de-France où on pouvait, où il y avait des collègues de Solidaires ou de la CGT qui nous y invitaient. On a utilisé le réseau de Solidaires aussi sur les gens qu'on pouvait rencontrer. Et du coup, quand on en rencontrait un et qu'on avait une interview, enfin un entretien avec quelqu'un, à la fin de l'entretien, il nous donnait aussi d'autres noms de personnes à contacter. On en a vu un certain nombre dans les locaux de travail, dans les locaux syndicaux en fait, et puis un certain nombre à domicile, parce qu'ils ne voulaient pas s'afficher au syndicat par exemple. Rôle du manager. J'étais là pour comprendre ce qui était en train de se jouer à France Télécom, la manière dont ça se jouait, quelles répercussions ça avait sur les salariés. Les freins, levez les freins. On a vu, je sais pas, jusqu'à une centaine de gens, je crois. Communiquer sur les messages difficiles en préservant la relation de confiance. Règles de bonne conduite, lisez. Lisez! On ne vient pas voir les gens pour leur demander de se raconter ou de raconter comment ils vont mal, justement. On leur demande de raconter qu'est-ce qui ne va pas,
Qu'est-ce qui n'est pas juste? J'ai lu la pièce et j'ai eu l'impression d'y voir ce que je pouvais dire avec mes collègues quand j'intervenais devant la direction ou quand j'entendais mes collègues parler. Et quand je l'ai vu en vrai, en chair et en os par les comédiens, voilà, c'est ce que nous on essayait de dire. Eux ils le montrent avec leur chair, avec leur talent. Ça leur renvoyait très fortement cette réalité, donc c'était pas facile. Et en même temps, c'était très soulageant de voir comment tout ça est un système bien huilé, qui se rôde, et eux n'en sont que les jouets pratiquement, enfin ils en sont que les victimes, et que ça n'a rien à voir avec eux. Et ça n'a pas été aussi simple que ça, parce que la souffrance était telle que les collègues avaient un premier réflexe de dire « non, une fois que j'ai fermé la porte du boulot, je ne veux plus qu'on en parle ». Et c'est par le bouche à oreille que les gens se sont aussi convaincus de se dire « ah bah tiens, tout compte fait, ils parlent de nous, et c'est comme si c'était moi qui jouais mon propre rôle ». Et ça c'était plus qu'émouvant. Pour certains, ça a remis en cause pas mal de choses. C'était une façon de faire du syndicalisme et d'avoir des instances représentatives qui soient autre chose que je rends un avis favorable ou défavorable, puis la boîte continue à faire son business sur notre dos, quoi. Le CHSCT, c'était l'outil où on a pu démontrer et inscrire dans le marbre finalement ce qui se passait, et ça a alimenté la plainte. Parce que beaucoup d'expertises des CHSCT ont alimenté le juge d'instruction. Donc il avait beaucoup de matière. Et c'est souvent ce qui manque dans les questions de harcèlement. Dès la fin des années 90, et puis surtout à partir de la période début des années 2000, il y a des alertes qui remontent, que ce soit de CHSCT ou de médecins du travail. Ces alertes ne sont pas du tout écoutées, ne sont pas entendues par la direction. De la part de ces grands groupes, exposer la nature des risques psychosociaux et en exposer la gravité, c'est en même temps mettre en cause leur propre logique de fonctionnement, l'organisation du travail. Et le souci qui est derrière, celui d'une productivité accrue, d'une rentabilité nouvelle, etc. Donc, on refuse d'identifier les risques, et ensuite, on refuse de les évaluer, c'est-à-dire d'en évaluer à la fois la gravité et la fréquence. Ce qu'on peut dire, c'est qu'ils ne pouvaient pas ne pas savoir. Il y a des alertes très nombreuses pendant des années, préalablement à l'année des suicides qui est essentiellement 2009, alertes nombreuses pendant des années, et surtout émanant de multiples institutions ou corps. Il y a des alertes qui émanent des salariés eux-mêmes, bien évidemment, mais il y a des alertes qui émanent des organisations syndicales, qui émanent des CHSCT. Il y a quand même 63 ou 64 expertises. Il y a un rapport du Sénat, il y a un rapport au niveau de l'Assemblée, il y a le DGT de l'époque, Combrexel, qui intervient, le gouvernement lui demande des trucs, mais très très vite, c'est-à-dire qu'ils se sont rendus, à un moment donné, il y a eu je ne sais pas si on peut dire ça, mais il y a eu un effet de panique quand même, au niveau du pouvoir, comme si ça allait révéler des situations qui étaient explosives, quoi. Les médecins du travail qui demandent à un moment, mais qui pointent le doigt sur le fait qu'il n'y a aucune prévention primaire, on est dans une logique d'occultation des problèmes, etc. En une année, 5-6 médecins de l'entreprise, qui faisaient partie du service de santé de l'entreprise, qui démissionnent avec des lettres. Et des lettres accablantes. En gros, j'ai pas les moyens de faire mon travail. Je sais j'ai alerté sur la situation des salariés de France Télécom, parce que les suicides, tout ça, ça commençait à interpeller beaucoup de gens. Et puis, il y a aussi, bien sûr, les corps de contrôle. Ça peut être les contrôleurs des CRAM, des caisses régionales d'assurance maladie, maintenant aujourd'hui c'est CARSAT, et c'est aussi, bien sûr, l'inspection du travail. À l'époque, ce contrôle a été initié quand même prioritairement par les inspecteurs du travail. Sylvie Catala, c'était elle l'inspectrice du siège. Elle a pleinement pris les choses, mais on l'a alimentée, quoi. La plainte est issue de son signalement à elle. Lombard a dû quitter l'entreprise, c'est pas forcément... Et Bénès aussi, le cost killer de France Télécom, a dû quitter l'entreprise. C'est pas vrai pour le DRH qui a été recasé dans une filiale. Bon. Alors après, il y a un autre débat, c'est le débat juridique. Là, il y a un procès, ce qui n'était pas du tout acquis.
c'est quand même une victoire importante qu'on ait pu faire que notre plainte en 2010 soit enregistrée, ce qui n'était pas sûr, qu'il y ait un juge d'instruction qui a été nommé, qui a fait un travail remarquable pendant 4 ans. Là, on a un dossier assez volumineux, et puis que maintenant, on arrive à une logique où il va y avoir un procès. Dans tout procès pénal, notamment sur la commission d'infraction en droit du travail, l'élément intentionnel est important. Je précise juste que le harcèlement, lui, est une notion qui se trouve en droit pénal du travail, mais pas la mise en danger d'autrui. Je précise ça parce que la mise en danger d'autrui, je sais qu'on a eu pas mal de difficultés sur des affaires analogues à le faire passer auprès des procureurs déjà, et puis ensuite au niveau des magistrats eux-mêmes, enfin des juges. C'est une notion qui est assez difficile parce que l'intention délibérée est très fortement requise dans ce type d'infraction, mais justement, la notion de harcèlement, cette conception plus collective du harcèlement, le harcèlement managérial ou institutionnel, heureusement cette notion est apparue au début des années 2010 et donc permet aujourd'hui de poursuivre aussi sur cette base. La reconnaissance d'un harcèlement institutionnel en France serait un point de départ, un point d'appui quand même pour faire évoluer le droit du travail. Que la répétition de ce qui s'est passé à France Télécom, ce qui s'est passé à Renault, ce qui s'est passé dans d'autres entreprises, et dans la fonction publique, ne puisse pas se repasser. Ce procès, il a toute sa légitimité, parce qu'à un moment ou à un autre, je pense qu'il faut arriver à se dire, quand on parle comme ça amène à cette situation, et donc il faut prendre les mesures qui protègent. Ça, c'est pas fait. Le meilleur moyen de faire entendre la prévention à un employeur, c'est ce qui risque si ça se passe mal. Rien que le fait que le procès se tienne montre que il y a des choses et il y a des limites et il y a un respect à avoir pour le personnel. Je pense qu'effectivement, le fait que ce type de situation puisse mener à la fois l'entreprise en tant que personne morale et les dirigeants de l'époque qui ont leur responsabilité personnelle, individuelle dans l'affaire, qu'il y a un procès, ça montre qu'il n'y a pas d'impunité. C'est-à-dire que vous pouvez être super manager, tueur de coups, etc., avoir fait plein de super écoles de commerce. Si vous mettez en place des stratégies qui font souffrir les gens qui travaillent dans l'entreprise que vous dirigez, ça a des conséquences et vous pouvez à un moment donné être amené à rendre des comptes. On est bon Celle-là aussi, elle va passer comme une lettre à la poste. À la poste? Vous voulez dire avant qu'elle soit privatisée? On n'a pas cherché à être universel, nous, en fait. La privatisation de France Télécom fait écho à toutes les privatisations qu'on suivit et à ce qui se joue dans les grandes entreprises. Donc c'est universel, mais parce que la réalité l'était. C'est pas un accident, France Télécom. Enfin, c'est une volonté politique, c'est une volonté économique qui est à l'œuvre à travers France Télécom, mais comme elle est à l'œuvre dans toutes les entreprises du CAC 40 et dans la libéralisation à outrance, dans la financiarisation du capital. Et dans la privatisation de tous les services publics. Et dans la privatisation des services publics. France Télécom c'est universel parce que ça n'est pas du tout un cas isolé. C'est un management qui se veut comme ça, qui se pense comme ça. Mais disons qu'un service n'est plus restructuré, il est impacté.